Salut tout le monde! Salut Catherine! Ciao Pablo, salut à tous. Alors pour le petit débrief de la semaine, on va revenir sur trois points. Le premier, c'est déjà la mobilisation qui s'annonce contre la réforme des retraites, mobilisation qui commencera, dont le point de départ est le jeudi 19 janvier prochain, et contre voilà, laquelle le gouvernement est en train de s'armer en éléments de langage. On reviendra là-dessus. On fera un petit point sur le congrès du Parti socialiste, parce que voilà, il y a eu une sorte de premier tour avec l'élection du Conseil national. Alors là, on est encore en train de voir, on sait toujours pas si Olivier Faure, au moment où on fait cette interview, ce débrief, s'il a la majorité, mais quand même, on fera un point là-dessus. Et le troisième point, c'est ben voilà, les députés ont repris leur travail parlementaire, notamment les députés insoumis. Adrien Quatennens est revenu à l'Assemblée nationale en commission des affaires étrangères. Il y a eu un séminaire aussi de la France Insoumise en début de semaine. Et puis Jean-Luc Mélenchon a fait une interview à France 2. On reviendra là-dessus. Mais d'abord, la mobilisation pour les retraites. Alors c'est assez marrant. Sur les plateaux télé, les macronistes nous expliquent que ça va pas marcher. Mm. C'est ça que tu as entendu aussi. Olivier Véran Hum, en chef, hum. hein, c'est-à-dire qu'il a fait des matinales, il a fait une conférence de presse et sorti du Conseil des ministres, on peut dire que non. Non, non, il le sent bien là, ça va le faire. Bon, je pense que c'est pas vrai. Puis je pense il devrait se calmer parce qu'il y en avait un qui avait fait un peu, qui avait un peu mis la rue au défi de se faire entendre. C'est Juppé, vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre nous. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit mais non, c'est pas si vieux. Enfin bon, ça fait 25 ans quoi, 27 ans. Juppé avait dit mais il fallait 1 million dans la rue. Et donc on faisait le Juppéton. C'est-à-dire qu'on attendait de voir quand est-ce qu'il y aurait la mobilisation allait atteindre le défi qu'Alain Juppé avait lancé à la rue. J'ai l'impression qu'il recommence la même chose, qu'il recommence à nous lancer un défi. Bon, je pense que c'est complètement hasardeux et même presque stupide en fait. D'abord parce que c'est une provocation, ensuite parce qu'il n'y a rien qui établit ce fait. Voire plutôt le contraire, hein, les sondages d'opinion vont pas tellement dans ce sens-là. Pas du tout. Hum. Et ils vont pas du tout dans ce sens-là. Ils confirment tous l'opposition des Français à cette réforme. Et puis d'autres éléments qui sont quand même présents dans le périmètre, quoi. On voit bien qu'on est sur une France qui est très très éruptive. C'est-à-dire que la mobilisation des contrôleurs pendant les vacances de Noël avait montré qu'il peut y avoir de la mobilisation qui part comme ça. À la RATP, les gars, ils sont grave remontés parce que eux, ils prennent cher. Hein. Franchement, c'est mais hyper dégueulasse. On peut faire un point de 2 secondes sur la RATP. Non, mais parce que tout le monde nous dit, mais non, c'est pas grave, la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'en fait, on compte sur le fait que les mecs, ils vont se sortir, ceux qui sont présents dans l'entreprise vont réussir à s'en tirer sans remise en cause de leurs acquis, pour qu'ils ne se mobilisent pas et que les jeunes, eux, ils se prennent Alors, ils se prennent quoi? Ils se prennent tout, en fait. Ils se prennent l'allongement Durée de des cotisation. cotisations et les 25 ans. C'est-à-dire que leurs retraites vont être calculées sur les 25 ans. C'est-à-dire ils vont cotiser plus, gagner moins, avec toujours ce que l'on sait, c'est-à-dire le fait qu'on travaille le samedi, le dimanche, le matin, le soir, etc. Quoi. C'est-à-dire que toutes les difficultés du travail qui avaient justifié le fait qu'ils avaient un régime spécial, finalement restent, mais on va le leur retirer. Et après, on va faire moins. Il y a pas de Personne veut mais travailler. personne veut conduire les bus. Non, mais attends mon gars. Si en plus de ça on est payé des clopinettes et qu'il y a aucune reconnaissance de la difficulté du travail, ça va pas s'améliorer. Alors Alors là, si je puis me permettre, la Pécresse, elle a annoncé qu'elle voulait. exactement, c'est ce que j'allais dire. Non, mais Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, ils avancent, c'est-à-dire que détruire aussi le service public de la RATP, c'est aussi permettre la justification de l'ouverture à la concurrence Oui. et l'ouverture au privé, ce que veut faire Valérie Pécresse d'ici 2024. Elle va utiliser des espèces de dispositifs qu'il y a dans les lois pour les JO 2024 pour essayer de mettre en concurrence les bus parisiens. Oui, mais donc en fait, la retraite, c'est le fusil à tirer dans tous les coins.
C'est-à-dire que c'est aussi une arme contre le service public, ce qui tient debout dans le service public. Ils veulent le fragiliser et fragiliser la solidarité de corps. C'est-à-dire, en fait, là encore, moi j'insiste, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les vieux ne se solidarisent, enfin les vieux, ceux qui sont présentement dans l'entreprise, se désolidarisent des nouveaux et que les nouveaux, ils se démerdent, quoi. Donc, franchement, c'est bon, ça c'est pour le point RATP. Mais l'autre chose aussi qui me semble à noter, c'est que Macron, quand il avait voulu vendre sa réforme des retraites pendant sa campagne des présidentielles, il avait expliqué qu'il fallait réformer l'école, réformer l'hôpital, la justice, etc., qu'il fallait de l'argent et que donc pour ça il fallait travailler plus. C'est-à-dire qu'il donnait un objectif, je dirais politique global à sa réforme. Et aujourd'hui, quand ils défendent maintenant la réforme des retraites, c'était d'ailleurs la première phrase qu'a dit Elisabeth Borne quand elle a présenté sa réforme mardi après-midi, c'est toute cette réforme est faite exclusivement pour payer les retraites. C'est-à-dire que d'une part, là, ils stoppent la confusion des arguments. Donc là, maintenant, ils vont se tenir sur on veut sauver le régime des retraites. Donc ce n'est plus un objectif global, ce n'est plus un objectif de société globale, c'est juste on veut sauver le système des retraites. Et ils sont fragiles avec cet argument-là parce que vu le nombre de milliards, de centaines de milliards qui ont été dépensés, qui sont accumulés par les grandes fortunes, par le CAC 40, bon, les gens ils disent non mais attends, comment vous dire, on va pas suer de burnou pour trouver 15 milliards quoi, si c'est ça le truc. Et surtout, c'est que en 2010, on nous avait dit, c'est promis, c'est la der des der, on va passer de 60 à 62 ans et on va sauver le système des retraites. Puis maintenant, on te dit, on va passer de 62 à 64 pour sauver le système des retraites, mais soyez contents parce que dans les autres pays, c'est 65, 66, 67, voire 70 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà en train d'écrire la suite de l'histoire. Donc tout ça, pour moi, ce sont des arguments qui vont fragiliser l'argumentaire du gouvernement et ça va pas bien se passer pour eux. Ouais, moi justement sur l'argumentaire du gouvernement, je trouve ça assez intéressant d'écouter non pas uniquement les élus macronistes, mais aussi les éditorialistes. Parce que eux, ils ont moins besoin de faire semblant, en gros, d'être proche du peuple ou quoi que ce soit. Et donc, eux, ils développent un argumentaire. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de 95. C'est intéressant parce que hier, Pascal Perrineau, donc qui est le patron du Cevipof, qui est qui est plutôt complètement d'accord avec cette réforme. Il a avancé un argument. Moi, j'ai amené la comparaison avec 95 et il m'a dit oui, mais c'est pas pareil parce qu'à l'époque, Juppé et Chirac, en gros, ils avaient été élus sur la fracture sociale et que, en gros, ils ont avancé masqué et que la réforme. C'est pas faux ça. Voilà et du coup, il fait une grosse différence en fait avec aujourd'hui où c'est vrai, Macron l'avait annoncé en 2022, pas en 2017. En 2017, il avait dit qu'il toucherait pas. En 2022, il avait joué carte sur table. Donc ça, c'est leur premier argument pour expliquer que, en gros, institutionnellement, Emmanuel Macron et son gouvernement et sa majorité sont tout à fait légitimes pour porter cette réforme. On est déjà revenu plusieurs fois. Enfin, moi, ce que je pense de ça et ce qu'on pense là-dessus, mais voilà, ça c'est leur premier argument. Il y a un deuxième argument qui revient très souvent, c'est la résignation. C'est qu'ils disent, ok. Les Français sont pas contents, ils sont pas d'accord avec cette réforme, mais ils sont résignés. Exactement. Ils vont l'avaler. Et d'ailleurs, ils ont sorti hier sur BFM un sondage Elab qui disait qu'ils étaient à, je sais pas, 70% contre la réforme, mais à 75%, ils pensaient que la réforme allait passer. Et donc ça, c'est de nature, d'après donc ces éditorialistes, à les rassurer. Puisque les gens ne descendront pas dans la rue, ils ne feront pas une grève bloquante. Ils peuvent descendre mais penser qu'ils vont perdre. Hein, exactement. Mais du coup, non mais ils ne tiendront pas. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est l'enjeu du temps. C'est-à-dire que si ça dure 20 jours, s'il y a 20 jours de débat à l'Assemblée nationale, ou même 50, en fait, c'est relativement peu, très rapidement, on peut passer à autre chose et savoir si la grève et la mobilisation va durer après ça. Voilà, c'est pas évident. Et donc, c'est sur ces deux points, et juste sur la question de la résignation, moi, je pense qu'il faut prendre aussi le problème à l'envers. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser autant de résignation, c'est pas de résignation mais de colère en fait dans la société sans débouché politique, sans victoire politique. Elle en a un débouché politique. Hein.
Elle en a un, oui, elle en a deux même. C'est la La gauche et l'extrême camarade Le droite. Pen, elle est là Oui, pour dire qu'elle oui, va. oui. Elle, la résignation, elle dit on va pas manifester. Donc Mhm. elle appelle pas du tout les gens à descendre dans la rue. On va pas manifester, mais votez pour moi. Oui, oui, oui. C'est Bah vrai, donc, c'est vrai. Mais la gauche le mais, fait aussi, pour le coup. bah Elle non, dit la allez gauche. manifester et votez pour moi. Ah bah oui, donc c'est quand même pas tout à fait la même. Oui, mais ce que je veux La dire, gauche, elle appelle les gens à agir. ouais. Non, non, mais Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc, on n'est plus sur le mode de la résignation. On est sur le mode de l'engagement du combat. Donc, c'est pas la même chose. C'est vrai. Je veux dire, Le Pen, elle travaille sur le ressentiment, la colère Exactement. rentrée, la bile, etc. Mais ça, pour le coup, le gouvernement et la majorité devraient le comprendre. C'est-à-dire que cette résignation, en très peu de choses, elle peut se transformer en ressentiment. Et alors, ça peut être très dangereux pour notre démocratie Ben et oui. la stabilité institutionnelle, etc. Parce que il y a le vote Le Pen, voilà, qui peut arriver derrière, mais il y a aussi Une jacquerie. une jacquerie, Mmh, exactement, une mmh. jacquerie. Oui. Et ça peut faire énormément de mal. Je dis pas que je suis contre une jacquerie, mais enfin, je sais pas, il faudrait y réfléchir. Mais en tout cas, ça peut être très problématique au niveau du fonctionnement, voilà, de nos institutions démocratiques. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une vraie inquiétude sur le sujet. Mais sur l'argument, sur la légitimité, tous ils disent ça sur les plateaux télé. Macron, il l'avait dit 64 ou 65 ans, et que donc il est légitime à le faire. Moi, j'insiste sur le fait que Macron avait argumenté sa réforme en disant que ça servirait à transformer, ce qui est une blague, hein, à part ça, quand Mm. tu y réfléchis, parce que c'est pas quand même en travaillant 2 ans de plus, en faisant travailler 2 ans de plus ceux qui travaillent que tu vas trouver les moyens de réformer la justice, les transports, l'hôpital et l'école et je ne sais quoi encore et la Mm. défense nationale. Enfin bon, donc Le problème, c'est que t'en as une c'était partie un. qui dit ça, t'as une partie qui dit c'est pour l'équilibre du système de retraite qui est Non, non, mais déficitaire, 15 milliards non, horribles. mais l'argument de Oui, Macron de pendant départ. sa Ouais. campagne, il a ceux qui ont voté pour en conscience sur les 64 ans, l'argument qu'il leur a vendu, c'est on va sauver le Mm. service public. Mm. Et aujourd'hui, il t'explique que c'est pas du tout pour le service public, mais c'est pour l'équilibre Mm. d'un système de retraite et il te fait entrevoir la suite de l'histoire Mm. en te racontant que ailleurs c'est Cafouillage. 70 ans. Il y a un petit cafouillage, quand même, dans les éléments de langage, dans la façon Euh, dont ils distribuent les fiches. oui, oui, c'est un cafouillage et moi je pense que c'est une nature à nous inquiéter Mm. profondément, quoi. Écoute, on suivra ça avec attention. Ah, Enfin, moi je voulais juste, rajouter vas-y, un truc vas-y. sur sur les luttes, parce que j'ai trouvé, je vous conseille d'écouter Catherine Perret dans la midinale que tu as faite. Catherine Perret, c'est la secrétaire confédérale qui est en charge des retraites et que De la Pablo CGT. de la CGT, pardon, la secrétaire confédérale CGT qui est en charge des retraites et que Pablo a interviewé et j'ai trouvé intéressant ce qu'elle dit. Vraiment, c'est très. Enfin, d'abord, j'ai beaucoup aimé le ton de cette interview parce que c'est une femme à la fois combative, mais qui donne confiance, qui insiste sur le fait que les gens, il faut qu'ils prennent conscience et que chacun doit faire à la mesure de ce qu'il peut faire. Ça, c'est la première Mm. chose. Mais l'autre chose sur laquelle elle insiste, et c'est pas souvent que tu l'entends dans la bouche de la CGT, c'est il faut faire grève. C'est-à-dire il faut bloquer l'économie. C'est-à-dire que là, on va pas, ça ne va pas suffire de faire des manifestations. Il faut en faire des manifestations, des marches le samedi, le soir, etc. Mais il faut bloquer l'économie. Et le dernier argument que dit Catherine Perret, qui est tout à fait étonnant, je dirais, enfin étonnant, nouveau, enfin moi je l'ai jamais entendu, c'est ils soutiendront tous Mm. les mouvements Et toutes les actions. et toutes les actions. C'est-à-dire que ils savent que ça peut partir avec eux, sans eux, à côté d'eux, mais qu'ils soutiendront tout ce qui va bloquer cette réforme et tous les engagements. Et ils appellent vraiment à la démultiplication des formes dans tous les coins Mais et pas simplement dans une certaine mesure, la forme syndicale. dans une certaine mesure, il l'avait déjà fait au moment de la grève des contrôleurs, parce que Oui, ils ont soutenu les ils contrôleurs, ont oui, soutenu, oui. c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tout à fait pour, parce que pour eux faire la grève le 25 Ouais. décembre, etc. Mais pourtant, ils ont déposé le préavis de grève pour pas que les types se fassent virer, genre et fassent des grèves sauvages, etc. Donc quand même, ils avaient soutenu. Et ben là, en fait, finalement, c'est la poursuite de ça, en fait. Oui, oui, mais ce que je veux dire, Mm. c'est que ce que je trouve intéressant dans cette réflexion de Catherine Perret, c'est que ça va au-delà de la Mm. question même de la lutte présente, c'est que elle perçoit qu'il y a de la transformation de l'action syndicale et de la lutte sociale qui ne passe plus simplement par les canaux traditionnels de l'action syndicale et elle ne le vit pas comme un drame intersidéral qui remettrait en cause la grande CGT. Non,
elle dit, il y a déjà tas de choses qui se passe. qui se passent et nous on en est et nous on soutient et on ne demande pas à être les leaders de tout ce qui va s'organiser. Enfin franchement, waouh, je trouve Mm. que la CGT ça fait plaisir. Hein. Mm. C'est sur cette bonne note qu'on va terminer l'épisode retraite. On va passer maintenant au congrès du Parti socialiste. Donc là, bon, Note moins. ouais, c'est un peu plus le bordel. Donc là, nous, il est vendredi soir quand on enregistre. Il y a toujours pas de résultats officiels parce que, en gros, les différents camps sont en train de remettre en question et d'annuler certains votes. Et comme on est ric-rac, ça prend du temps. Alors on a voté pourquoi? En gros, ça se passe Enfin, on a le voté. congrès. Oui, Moi, on n'a pas voté. toi et moi, on n'a pas voté. Mais enfin, ceux qui ont voté, ont voté pour. Donc, le congrès du PS, ça se passe en deux étapes. La première étape, c'est la constitution du Conseil national. En gros, vous avez 300 personnes. Il y en a 200 qui sont élus à la proportionnelle sur la base de trois textes avec des orientations différentes. Le vote d'hier soir. Ça, c'était le vote d'hier. Donc il y a 200 personnes comme ça, et puis 100 personnes qui sont les premiers secrétaires fédéraux, qui ont aussi été élus hier soir dans leur fédération. Exactement. D'accord. Donc, tout ça prend du temps, c'est un peu compliqué, mais là où on en est aujourd'hui, en gros, c'est que Olivier Faure, le texte porté par Olivier Faure, il est autour de 50%. Le texte porté par Nicolas Meyer-Rossignol est autour de 30%, et le texte porté par Hélène Geoffroy est autour de 20%. Voilà, ce qui fait, en gros, pas de majorité claire qui se dégage pour ce Conseil national. Parce que la semaine prochaine, les deux textes en tête au tour d'hier vont pouvoir présenter des candidats pour l'élection du premier secrétaire. Et là, les gens votent en direct? Et les militants, revoteront en direct. D'accord. Exactement, jeudi 19 prochain. C'est rigolo, c'est le jour de la grève. Mais enfin, c'est un hasard du calendrier, mais donc ils voteront, donc les militants socialistes seront invités à voter, a priori, ça c'est certain, entre Nicolas Meyer-Rossignol et Olivier Faure. Avec un enjeu, c'est que, en gros, tous les militants qui ont voté pour Hélène Geoffroy risquent de voter parce qu'ils sont dans l'opposition à la direction sortante à Olivier Faure, donc risquent de voter Nicolas Meyer-Rossignol. Il faudrait redire c'est quoi les enjeux qui se sont... Voilà, on en a parlé dans le dernier débrief, mais enfin, exactement. Tout le monde n'apprend pas par cœur. Exactement. En gros, il y a trois orientations différentes. Il y a celle de Faure, bon, la direction sortante. Ce qu'on avait dit la fois dernière, c'est que le principal point sur lequel se défend Olivier Faure et défend son bilan, c'est son inscription dans la NUPES, c'est-à-dire dans la gauche, et puis ensuite, vous avez ceux qui sont pas d'accord avec cette alliance, avec des degrés différents. Hélène Geoffroy, qui est plutôt elle la candidate, on va dire, des anciens hollandistes, Cazeneuve, Stéphane Le Foll, etc., qui elle ne veut absolument pas de la Nupes. On sort. Et on sort de la Nupes, exactement, même si elle ne dit pas exactement comme ça. Hein. Ah bon? Elle dit pourquoi pas. Enfin, tu sais, c'est à chaque fois il mélange un peu le truc. Moi je vais compris qu'elle le disait clairement. Non. Enfin, à la fois elle le dit clairement et à la fois elle dit genre pourquoi pas. Mais dans d'autres conditions, avec d'autres conditions. On veut pas ils détestent la France insoumise quoi. Donc et ils arrêtent pas de le répéter. Et elle arrête pas de le répéter. Et puis vous avez l'orientation de Nicolas Meyer-Rossignol qui lui c'est plutôt l'orientation des maires. Il est avec Carole Delga, enfin des élus locaux on va dire. Et lui il est aussi Anne Hidalgo et Anne Hidalgo tout à fait. Et lui il est pour renégocier l'accord de la Nupes. En gros ça veut dire en sortir hein, mais c'est dit dans des termes un peu plus fleuris. Lui, il explique de la même façon, exactement comme Hélène Geoffroy, qu'il ne veut pas de la toute-puissance de la France insoumise dans la NUPES. Voilà, c'est ça les trois grandes orientations. Et aujourd'hui, franchement, à l'heure où on parle, la partie est loin d'être gagnée pour Olivier Faure. Et ce que me disait un militant socialiste tout à l'heure, un secrétaire fédéral d'ailleurs, qui lui a été réélu, il me disait on pourrait avoir un conseil national, c'est-à-dire l'endroit en fait où se décident les grandes orientations du parti, qui ne soit pas sur la même ligne que le premier secrétaire. Ce qui serait inédit en fait. Et donc en gros ça pourrait être la ligne de Nicolas Meyer-Rossignol qui gagne le Conseil national et puis Olivier Faure premier secrétaire ou l'inverse quoi.
Oui, enfin moi je trouve que dans tout ça, il y a quand même une question, c'est que il y a le problème de l'éclatement ou pas du Parti socialiste. Donc, je pense que bon, Cazeneuve a déjà quitté le Parti socialiste et on a appris via Mediapart qu'en fait les candidats qui étaient dissidents par rapport à la Nupes s'étaient ralliés au Parti radical. Allez, acheter plutôt. Bah, ils se sont, enfin, Oui, ils oui, se oui. sont fait, voilà, ceux qui au Parti radical leur rapportent 1 million. Bon. C'est pas mal. Il y a une question quand même pour le premier secrétaire qui va être élu et pour le Conseil national, c'est quand même la question de l'unité du parti. Ils sont quand même en principe un petit peu élus pour ça, quoi. C'est-à-dire pour que le parti n'éclate pas. Et là, je pense qu'il y a un vrai risque. D'abord, tous ceux qui sont autour de Carole, non, de la maire de Vaux-en-Velin, Hélène euh, Geoffroy. Hélène Geoffroy, ben en fait les Hollandais, il y a une partie d'entre eux qui ont déjà quitté le Parti socialiste. Alors il y a ceux qui sont directement allés chez Macron, genre Marisol Touraine, et puis il y a ceux qui se sont mis en disponibilité du parti, genre Cazeneuve. Mais on sait que beaucoup des candidats dissidents de la Nupes ont pris, enfin se sont inscrits sur l'association de financement du Parti radical. Donc, bon, voilà, on peut se dire qu'il y a quand même un danger pour eux. Et donc, ce que je voulais dire là, c'est juste pour factuel, pour se dire qu'il y a un risque d'éclatement du PS, mais le deuxième, Nicolas Meyer-Rossignol. quel que soit le premier secrétaire et la composition du Conseil national, ils vont avoir la question de l'unité du parti. Et je ne vois pas comment l'unité du parti peut être conservée d'une façon ou d'une autre sans qu'il soit un peu plus actif sur la réflexion sur la NUPES, c'est-à-dire la NUPES c'est quoi et comment ça fonctionne. Ça peut pas rester cet intergroupe qui se voit une fois par semaine pour décider des prises de parole à l'Assemblée nationale. Et au-delà de la question de la relation avec la France insoumise. Et deuxièmement, c'est que le problème de Olivier Faure, c'est que en se mettant dans la Nupes, il réintègre la gauche, contrairement aux autres qui avaient dit il y a deux gauches, la gauche républicaine et il y a nous, et puis il y a des gauches irréconciliables, etc., etc. Carole Delga, qui est la tenante de cette ligne et qui était la porte-parole de Anne Hidalgo. Donc ici, il y a Olivier Faure dit le Parti socialiste, ça fait partie de la gauche. Et d'ailleurs, je noue une alliance avec toute la gauche et je fais partie de la NUPES. Enfin bon, ça peut pas être un label, quoi. Hein. Je veux dire, il faut aussi avoir une politique de gauche. Il faut aussi avoir des propositions de gauche. Et pour l'instant, je veux dire, cette mise à jour de la pensée du Parti socialiste n'est pas faite. Et je ne vois pas comment on maintient l'unité du Parti socialiste s'ils ne travaillent pas sur leurs propositions politiques de fond, c'est-à-dire et la stratégie du PES et le projet et les propositions du Parti socialiste. Oui, et juste pour poursuivre dans ce que tu viens de dire, et ce qui met en danger, à mon avis, aussi Olivier Faure, c'est que du coup, c'est Nicolas Meyer-Rossignol qui se retrouve dans une position, entre guillemets, de centralité. Parce que ce sur quoi, finalement, mise Olivier Faure, c'est l'inertie, en fait, des adhésions au parti. Parce que, genre, les 20% qui ont voté pour Hélène Geoffroy, Dieu sait si, genre, ils veulent pas de la NUPES, et ils sont farouchement contre Olivier Faure. Or, ce que pourrait incarner finalement Nicolas Meyer-Rossignol, c'est la possibilité pour tout le monde en fait de rester à la maison, ce qui n'est pas négligeable à mon avis dans le cadre de c'est pour l'élection ça que au second tour et qui peut mettre en danger potentiellement Olivier Faure. Oui, enfin donc bref, la partie, quelle que soit son issue, Faut bosser. il faut, ouais, c'est ça. Donc, faut bosser, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Il y a pas que, on nous dit toujours, ouais, vous critiquez la gauche de gauche, la FI, le PC. Ben non, ben voilà. On critique le PS. On critique le PS aussi. Alors, dernier point, la France insoumise, quand même, nos petits chouchous. Ah bah ouais. Ils ont fait leur rentrée, d'ailleurs, avec tous les autres, cette semaine à l'Assemblée nationale. Alors, les insoumis, ils ont commencé par un petit séminaire. Ouais. Ben, ils se sont fait un séminaire. Apparemment, ce que on peut savoir des indiscrétions et de ce qu'en a dit Mathilde Panot, c'est que ça s'était plutôt bien passé, mais c'est surtout qu'ils ont décidé que pour l'instant, ils mettaient leur dissension en sourdine pour faire porter tous les efforts sur la bataille contre la réforme des retraites. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a quand même un certain consensus parmi les députés pour essayer de faire que les projecteurs soient sur la réforme des retraites.
Voilà. Donc, Mm. il y a Mathilde Panot qui a expliqué des trucs moi qui m'ont troublée. Je me suis dit, ah bon, donc ils sont tous d'accord maintenant avec ce qui se passe à l'AFI? Non. Ce n'est pas qu'ils sont tous d'accord avec ce qui se passe avec l'AFI, ils sont tous d'accord pour ne pas en parler pour Mm. l'instant Pendant 60 jours. pendant la bataille des Pendant la retraites. bataille On des va voir retraites. combien de temps, voilà. Mm. Donc, Avec quand même une petite anicroche, si je puis me permettre, c'est le retour, comme je le disais tout à l'heure, d'Adrien Quatennens en commission des affaires étrangères, en fait, qui remet sur le devant de la scène, en fait, des dissensions qui, voilà, n'étaient oui, pas forcément le moment. l'intervention de Mélenchon Et hier soir l'intervention de aussi. Mélenchon, oui, Hier soir, Christine il a Kelly. réaffirmé son soutien à Quatennens. Donc, d'une certaine manière, cet accord on met de côté nos désaccords. Hier soir, bon ben, c'est-à-dire c'est pas une position très simple à tenir de là. Moi, j'ai fait tout à l'heure, j'ai enregistré 28 minutes. Ben, j'ai pas le choix quoi. Hein. Quand il y Mm. a Quatennens, faut parler de Quatennens. Hein. Je veux dire, Mm. vous pouvez pas toujours ne pas parler du sujet que les médias ont décidé d'aborder. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en effet, ben, Quatennens est revenu. Et que il l'a fait, je pense, à mon avis, de manière assez intelligente le mardi en commission, donc c'est là où ça se voit le moins, et au moment où tout le monde attendait la déclaration de Borne, Mm. c'est-à-dire un jour où ça passe sous les radars. Et je pense en effet, ça n'a pas été un événement politique majeur pour le grand public. En revanche, ben, du côté du monde militant interne à l'AFI sur les boucles, etc., et du côté des féministes, ben, c'est resté Mm. comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas close, quoi. Les gens Mm. ne sont pas d'accord avec le fait qu'Adrien Quatennens reprenne place dans l'Assemblée. Et en tout cas, je ne vois pas comment, pour l'instant, il va revenir Dans le groupe. dans le groupe. Ça me paraît... Mais pourtant, enfin, pour l'instant, il n'a pas été décidé autre chose que les oui, 4 mois de suspension. ça fait partie des trucs, moi, qui me troublent et qui me font réfléchir. C'est comment c'est possible que on mette une telle tension et qu'on compromette là aussi l'unité de la France insoumise, son rapport avec ses jeunes militants, le rapport avec les féministes, etc., euh, pour défendre Adrien Quatennens. Je pense pas que c'est qu'un problème de simplement l'amitié que Jean-Luc Mélenchon lui porte. Je pense qu'il y a un problème de culture politique euh, que porte vraiment Jean-Luc Mélenchon. Et je me souviens que Sophia Chikirou l'avait exprimé d'une façon très très claire un jour sur BFM. Elle avait sorti cette phrase qui m'était restée dans la tête. Elle a dit « Il faudra me percer les yeux pour me faire baisser ». C'est-à-dire que à la France insoumise, on ne recule pas, on ne s'excuse pas, on tient droit. Et là, ce qui a été conseillé à Adrien Quatennens, c'est de tenir. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir le courage de tenir. C'est bien aussi d'être capable de faire des pas en arrière quand on s'est trompé. Et en politique, se tromper, ce n'est pas qu'un problème mathématique, ce n'est pas qu'un problème de raison. C'est aussi que quand on n'est pas du tout compris, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. C'est-à-dire que la politique, ça suppose un certain consentement, un certain partage avec ses militants et avec son électorat et avec son univers. Voilà. Et quand Anne Hidalgo se fait 1,7, ils doivent changer. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe avec Adrien Quatennens, la vérité politique, ce n'est pas de rester droit dans ses bottes, comme dirait l'autre. Et dernière petite chose, à mon avis. C'est une culture qui va pas Ouais, ça. je sais. Non, mais tu vois, c'est la culture. Mais non, mais aucun. Là, pour le C'est coup, une tu parles culture des insoumis, mais c'est partagé par. En fait, qui dit en politique j'ai eu tort? Ça n'existe pas. Ah bah Et c'est pas d'ailleurs, vrai. moi, on me l'a. Bah Moi, c'est pas on me l'a. c'est pas Qui? vrai. Bah non, je veux dire par exemple Olivier Faure, c'est ce qu'il dit à propos de l'évolution de sa position. Bah non, il voit bien que il y a pas deux gauches irréconciliables, etc. C'est-à-dire que il y a quand même des moments où on est capable de bouger et de faire évoluer Alors, sa on est position. capable de bouger. Et On de est faire évoluer sa position. Être capable de dire j'ai eu tort, ou nous avons collectivement eu tort, c'est différent. Parce que effectivement, tu dis genre Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise droit dans leurs bottes, ils ont beaucoup évolué sur énormément de sujets. Je pense notamment au sujet du rapport à la République, du rapport à la police, du rapport à l'antiracisme, etc. Ouais. Il a énormément évolué. Mais par contre, jamais il ne diront nous avons ou j'ai eu tort.
Et c'est là, à mon avis, que le bas blesse et qu'il y a un problème, effectivement, du rapport à, comme Ah, tu dis, à la d'abord, vérité oui, non, politique. mais surtout, c'est qu'on ne dit pas j'ai eu tort, c'est-à-dire, du coup, on n'explique pas pourquoi on évolue. Hum, C'est ça aussi qui est Aussi, oui. problématique, c'est qu'on ne dit pas pourquoi on évolue. Mais ce que je regrette, mais la politique, c'est quand même fait de certaines... par moment, il faut être capable à des moments de Hum, tenir, et à des moments, il faut être capable d'être un peu humble et d'écouter et de faire un pas en arrière. Et le fait, moi, je reconnais hein, dans cette culture, une culture, comment dire, comme si on était en guerre civile. hum, C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est tenir comme des vaillants hum. soldats. Et Dans les ben, tranchées. dans les tranchées, ben non, on tient Hum, pas la tranchée, hum, quoi. Je veux dire, on n'est pas en guerre civile et on n'est pas des soldats. Je veux dire, on est des gens qui ont des convictions et qui peuvent se tromper et qui peuvent s'excuser et qui peuvent changer. Et cette culture dure, une culture que je trouve dure, qui est une culture d'être le sel de la terre et dont parfois nous faisons aussi les frais, c'est-à-dire je dirais, dans la manière dont on nous parle, à toi et moi en particulier, mais à d'autres aussi. Enfin, je veux dire, en nous cassant la tête, mais en nous insultant parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. Mais je veux dire, hum, il y a quelque chose de la dureté de cette conception de la politique et de la pratique politique qui ne va pas. hum. Voilà. Bon, et dernier tout petit point, parce que je le signale, parce que je sens que ça va être une nouvelle aiguille dans le pied, épine dans le pied de la France insoumise notamment, c'est en fait les charges qui sont totalement hypocrites, vraiment, ça, il n'y a aucun problème à le dire, de Aurore Berger et de certaines personnes du groupe Renaissance à l'encontre d'Adrien Quatennens, parce que là, Aurore Berger, elle est genre cash sur Adrien Quatennens, et elle a, ils ont commencé à dire qu'ils voulaient faire une proposition de loi pour interdire, enfin pour rendre inéligibles les gens qui avaient été condamnés pour des violences faites aux femmes. Bonsoir, bonjour, lorsque ça va arriver dans l'Assemblée et qu'il va falloir voter pour ou contre, genre dans le groupe insoumis. Ça va être, à mon avis, voilà, assez compliqué, quoi. Je sens les débats et la façon dont on va Mais on regarder en qui a voté reparlera. quoi. On en reparlera. Bon, et ben sur ce, au Laker, Ouais. Bon ciao. ben ouais, on aurait dû Et, recommencer par le début là, ce qu'on a dit sur les retraites. voilà, exactement, parce Ça qu'à a la fin on plus a de, fini ouais. bien. On avait Allez, bien commencé. allez, ciao, à la semaine Salut. prochaine.